Quelle est cette pluie et ce vent qui s'abattent sur Télumé Miracle ? Celle qui nous raconte son histoire, Télumé Miracle, est un personnage. N'est-elle pas un peu aussi une incarnation de la Guadeloupe, subissant les intempéries du passé ? Dans ce roman, la mémoire est une préoccupation centrale. Est-ce que le passé sera un fardeau ou au contraire le terreau d'un avenir plus apaisé ? En racontant l'histoire de Télumé Miracle, mais aussi de toute une lignée de femmes, Simone Schwarzbart semble vouloir donner corps à ce qu'on appelle la résilience, la capacité à surmonter les épreuves d'un peuple, mais aussi des femmes sur plusieurs générations. Dans cet audio, je vais retracer tout le roman, chapitre par chapitre, avec les citations les plus représentatives et en expliquant l'intrigue au fur et à mesure. L'idée, c'est de t'accompagner dans une première lecture pour avoir les clés qui t'aideront à mieux savourer ensuite toute la richesse de l'écriture. Première partie, présentation des miens. Dans ce roman, les chapitres n'ont pas de titre, mais ce premier chapitre, on pourrait l'appeler « Une lignée de femmes fortes », car la narratrice présente ses aïeules et leur lien à la Guadeloupe. Citation. Le pays dépend bien souvent du cœur de l'homme. Il est minuscule si le cœur est petit et immense si le cœur est grand. Après l'abolition de l'esclavage, son arrière-grand-mère, Minerve, s'installe à l'Abandonné, village fondé par des marrons, nom donné aux esclaves en fuite. Citation. Minerve possédait une foi inébranlable en la vie. Devant l'adversité, elle aimait dire que rien ni personne n'userait son âme. Minerve est enceinte quand elle rencontre Xango, qui accueille l'enfant comme sa propre fille. Quand elle revenait des bois, un énorme tas d'herbage sur la tête, Xango se mettait à hurler « Haïssez-moi, pourvu que vous aimiez Toussine l'Ougandor !» Un jeune pêcheur, Jérémie, demande la main de Toussine. Mais bientôt, la prospérité des jeunes mariés crée des jalousies. Pour qui se prenaient ces nègres à opulence, avec leurs lits à volants de soie rouge ? Se croyaient-ils blanchis pour autant ? Ils ont 2 enfants, 2 jumelles, Héloïsine et Méranée. Un soir, lors d'une simple dispute, la lampe à pétrole est renversée. Le pétrole enflammé se répandait sur Méranée. Dans la nuit, s'échappa une torche vivante que le vent du soir attisait en hurlant. La mort de Méranée les anéantit. Toussine habite une tour en ruine pendant 3 ans. Mais un jour, les habitants de Fonzombie la voient sortir dans son jardin. Sa transformation est extraordinaire. Toussine sortait pour sabrer une broussaille du geste d'une femme qui n'a plus une minute à perdre. Toussine était un morceau de monde, un panache de négresse, la barque, la voile et le vent. La naissance de leur fille Victoire fait revivre Jérémie et Toussine, que les villageois décident d'appeler Reine sans nom. Nous avons cherché un nom de reine, mais à la vérité, il n'y a pas de nom pour toi. Aussi, nous t'appellerons Reine sans nom. Après la mort de Jérémie, Reine sans nom quitte l'Abandonné pour aller vivre dans un lieu isolé et sauvage, Fonzombie. Chapitre 2. Victoire et Angebert. Victoire est lavandière. Tous les jours, elle porte sur sa tête son énorme ballot de linge. Elle a 2 filles, Régina et Télumé. Ma sœur Régina et moi gambadions autour de ses jambes et nous l'entendions après qui se disait « Les peines sont les mépris et mieux vaut faire envie que pitié ». À la buvette, Régina et Télumé entendent parler de leur mère. Les buveurs ne comprennent pas pourquoi elle ne les rejoint pas. Elle n'avait nulle parure sur terre à part ces 2 bâtards en guise de boucles d'oreilles. Pourquoi donc fuir leur compagnie ? Télumé fait alors un magnifique portrait de sa mère Victoire. Il y avait dans la laque noire de sa peau des reflets couleur de bois de rose. Dans l'ombre, elle colorait l'air qui l'entourait, comme si sa présence suscitait alentour une auréole de fumée. Télumé raconte alors la vie de Victoire. Après avoir vécu un temps avec Hubert, Victoire tombe dans l'alcool et erre dans les rues, ivre, suivie par sa fille Régina. Un jour, un étranger, Angebert, se présente à l'Abandonné comme rempailleur de chaises.
mais en fait il vit de ses pièges à écrevisses. Il rencontre Victoire errant ivre dans les rues, et il la soigne avec beaucoup de douceur. Ce n'était pas son rôle de bastonner les gens, disait-il, et d'ailleurs il ne voyait aucune supériorité dans le fait de ne pas boire. Mais une petite buée glacée enveloppait son cœur toutes les fois qu'il devait coucher Victoire, écrasée de rhum. De temps en temps, il partage leur repas avec Germain, un voleur d'écrevisses. Angebert le prévient. « Fais bien attention à ne pas subtiliser mes écrevisses, car ce sont elles le pain de ma famille. Ce que je te dis là est très sérieux. » Mais un jour, Angebert constate que ses nasses ont été vidées. Le soir même, les gens de la buvette trouvent Angebert dans une mare de sang, Germain à côté de lui, un canif à la main. Chacun savait que Germain devait tuer un jour, et cependant, nul n'avait bougé. À cette pensée, les gens redoublaient de cruauté envers Germain, et sans doute l'auraient-ils mis à mort si les gendarmes à cheval n'étaient survenus. À la fin du chapitre, Télumé décide de pardonner à Germain, car le mal peut tomber sur n'importe qui. Lorsque la folie antillaise se met à tournoyer dans l'air, une angoisse s'empare des hommes à l'idée de la fatalité, s'apprêtant à fondre comme un oiseau de proie. Seconde partie, Histoire de ma vie. Chapitre 1, La vie avec Reine sans nom. Après la mort d'Angebert, arrive au village Aucolby, venant de Côte-sous-le-Vent. Avec Victoire, c'est le coup de foudre. On dit qu'ils restèrent une heure dans la contemplation l'un de l'autre, en pleine rue, saisis de cet étonnement qui étreint le cœur humain quand pour la première fois, le rêve coïncide avec la réalité. Pour vivre avec Aucolby, Victoire envoie sa fille auprès de sa grand-mère. On la blâme beaucoup, mais Télumé la comprend. Elle connaissait la vie depuis longtemps, mon amoureuse de mère, et elle savait qu'il faut le plus souvent arracher ses entrailles et remplir son ventre de paille si l'on veut aller un peu sous le soleil. En réalité, Reine sans nom est très heureuse de récupérer sa petite fille, et Télumé n'éprouve aucune tristesse à quitter sa maison. Il y avait en moi une sorte d'exaltation à cheminer sur cette route, aux côtés d'une aïeule dont j'avais cru la vie terrestre achevée. La case de Reine sans nom est la dernière de Fonzombie. Sitôt que j'eus franchi le seuil, je me sentis comme dans une forteresse, à l'abri de toutes choses connues et inconnues. Reine sans nom prépare des galettes de manioc et Télumé perçoit une présence invisible. Nous n'étions pas seulement deux vivantes dans une case, au milieu de la nuit. C'était autre chose et bien davantage, me semblait-il. Mais je ne savais quoi. Télumé accompagne sa grand-mère pour laver le linge au bord de la rivière. Là-bas, Vitaline Brindosier aime jeter le trouble dans les esprits, clamant que la vie est une loque impossible à recoudre. Reine sans nom dit à Télumé de ne pas les écouter. Ces grosses baleines échouées dont la mer ne veut plus, si les petits poissons les écoutent, sais-tu, ils perdront leurs nageoires. Puis elle rentre et étend le linge sur des buissons, pendant que Reine sans nom lui dit des paroles de sagesse. 3 chemins sont mauvais pour l'homme. Voir la beauté du monde et dire qu'il est laid. Se lever de grand matin pour faire ce dont on est incapable. Et donner libre cours à ses songes sans se surveiller. À la fin de la journée, Reine sans nom s'installe dans une berceuse, un fauteuil à bascule, et chante de vieux chants d'esclaves en tressant les nattes de Télumé. Chapitre 2, Rencontre avec Mancia. Chez Abel, l'épicier de Fonzombie, les hommes parlent d'une sorcière, Mancia, qui peut prendre une forme animale, disent-ils. Quand Télumé en parle à Reine sans nom, elle décide de l'emmener voir Mancia, qui vit dans une clairière au fond des bois. Se tournant vers moi, Mancia me dévisagea longuement. Elle le voyait déjà, j'étais une vaillante petite négresse. Elle ajouta « Tu seras sur terre comme une cathédrale ». Ensuite, Mancia les invite à rentrer, et en servant la daube de cochon qui mijote, Mancia demande des nouvelles de Jérémie. Reine sans nom répond « Il ne m'a pas oublié, il vient me voir toutes les nuits, sans faute. Il n'a pas changé, il est pareil que de son vivant. » Reine sans nom et Mancia parlent des mauvais traitements reçus à l'époque de l'esclavage. Il était impossible d'y échapper. Qui peut reprocher au chien d'être attaché? Et s'il est attaché, comment lui éviter le fouet? Reine sans nom développe une image. Si l'esclavage est un incendie, aujourd'hui, les petits chiens jouent dans la cendre. Le feu est éteint
et cela fait bien longtemps que le blanc des blancs est sous terre. D'ailleurs, la cendre elle-même n'est pas éternelle. » Plus tard dans la journée, elles font un tour dans les bois, et au moment de partir, Mancia s'adresse directement à Télumé. « Sois une vaillante petite négresse, un tambour à deux faces. Laisse la vie cogner, mais conserve toujours intacte la face du dessous. » Une fois rentrée à Fonzombie, Télumé se glisse au fond de la cour où elle s'est confectionnée une petite cage de bambou. Pour la première fois, je sentais que l'esclavage n'était pas un pays étranger, une région lointaine. Tout cela s'était déroulé ici même. Elle écarte les feuilles de sa cage de bambou pour voir le monde. Le soir montait comme une exhalaison, effaçant toute chose. Les montagnes, dont le sommet flamboyait encore dans le ciel, bien que la terre fût plongée dans l'obscurité. Chapitre 3. Rencontre avec Élie. Un jour, Victoire leur apporte une bonne nouvelle. Régina vit maintenant chez son père naturel sur la Basse-Terre. Elle est bien nourrie, bien vêtue, et elle va à l'école. Elle leur annonce aussi qu'elle va partir avec Okolbi pour la Dominique. C'est la dernière fois que Télumé voit sa mère. Télumé grandit, et Reine sans nom la met en garde contre les gamins du village qui vagabondent. Ces enfants sont à l'école du mépris, coup à bouche en leur présence, car il n'y a rien à leur apprendre. Ils sont déjà tout maudits. Télumé a 2 amis, Tavi et Laetitia, qui aiment bien Élie, le fils d'Abel, avec son grand short kaki. Lui, il regarde Télumé en riant. « Tout est en ordre chez toi, comme dans une chapelle bien entretenue. Je ris de te voir surgir, y a pas offense, j'espère. » J'ai répondu qu'il n'y avait pas d'offense, et j'ai continué mon chemin, sans me douter que ma première étoile venait de naître à l'Orient. À cette époque, une école communale ouvre à l'Aramée. Télumé y retrouve Élie, et ils ont de longues discussions. Élie lui fait alors une promesse énigmatique. « Il se peut qu'un jour je me trompe de trace, au milieu de la forêt, mais n'oublie pas que tu es la seule femme que j'aimerais. » Télumé retrouve Élie tous les jeudis chez le père Abel. Leurs parents voient d'un bon œil ce petit couple. Élie a des projets. « Tu verras plus tard quel beau cabriolet nous aurons, et nous serons habillés en conséquence. » Tous les jeudis, Reine sans nom raconte des histoires aux 2 enfants, et notamment l'histoire de l'homme qui voulait vivre à l'odeur. Pour fuir la méchanceté des hommes, un homme parcourait le pays sur le dos de sa jument, mes 2 yeux. Mais elle l'entraîna et ils disparurent. Chaque conte a une morale cachée. Voilà ce qu'en dit Reine sans nom. Derrière une peine, il y a une autre peine, mais le cheval ne doit pas te conduire, c'est toi qui dois conduire le cheval. Chapitre 4. L'habitation Bellefeuille. Jusqu'à l'âge de 14 ans, Télumé va à l'école communale. Nous étions à l'abri, apprenant à lire, à signer notre nom, à respecter les couleurs de la France, notre mère, à vénérer sa grandeur. Comme Télumé devient une femme, Reine sans nom la met en garde. Elle ne doit pas suivre la voie des autres jeunes filles. Télumé fait de petits travaux pour gagner de l'argent. Elle envisage d'aller à Bellefeuille, mais c'est dangereux. Grand-mère elle-même s'y refusait, disant que je n'avais pas à leur servir mes 16 ans comme plat du jour. Élie, de son côté, a dû abandonner son rêve de travailler aux douanes. Mais il refuse d'aller aux Cannes. Il rencontre un grand nègre rouge, Amboise, qui fait de lui un sieur de long. Élie prit la direction des bois avec Amboise, une scie de long à l'épaule. Sur une simple parole, il avait échappé à la malédiction. Malheureusement, Reine sans nom tombe malade. Télumé doit se rendre chez les De Saragne, à l'habitation Bellefeuille. Une vaste demeure à colonnade, toit surmonté de 2 flèches métalliques et ses étonnantes fenêtres à rideaux de dentelle. Quand Madame de Saragne l'interroge, Télumé répond très bien. Elle sait cuisiner et même repasser les chemises en popeline. Elle dit aussi qu'elle vit seule avec sa grand-mère. « C'est bien, car l'inconduite ne mène à rien. Si vous vous occupez de vos affaires au lieu de bâiller, alors vous pouvez rester. » Télumé pense souvent aux mots de sa grand-mère, conduire son cheval. Elle écoute sa patronne qui se félicite à haute voix. « Savez-vous seulement à quoi vous avez échappé ? Sauvage, vous seriez en ce moment à courir dans la brousse, à danser nu et déguster des individus empotés. » Mais Télumé laisse glisser ses paroles sur elle et repense aux mots de Mancia qui lui ont donné de la force. « Petite négresse irréductible,
vrai tambour à deux peaux. Je lui abandonnais la première face afin qu'elle s'amuse, la patronne, qu'elle cogne dessus, et moi-même, par en dessous, je restais intact. Chapitre 5. Les dimanches. Les dimanches, il y a souvent des réceptions à Bellefeuille. Tellumé fait des crêpes et surtout des sorbets. Sorbets amers et sorbets doux, je servais et desservais, ne songeant qu'à demeurer intact sous les paroles des Blancs. Quand il n'y a pas de réception, Tellumé peut rentrer à Fonzombi. Mais madame semble toujours un peu contrariée du départ de Tellumé. « Tellumé, qu'allez-vous donc faire dans ce Fonzombi ? Y chercher un ventre à crédit ? Apprendre à jeter un fruit à pain dans l'eau salée ? C'est ici et pas ailleurs que l'on fait des béchamels. » Quand Tellumé arrive, elle retrouve tous ses amis. Adriana, Ismène, Philao, chez Reine sans nom. Il lui demande de parler de Bellefeuille. Tellumé, embarrassé, répète l'anecdote de la béchamel qui fait rire tout le monde. Et Reine sans nom dit « Tellumé, fais donc cuire 2 tranches de fruits à pain au gros sel. Et ne va pas t'occuper ce jour-là s'ils ont fait de la béchamel ?» Pendant ces discussions, le vieil Amboise répond à des questions sur la vie des Blancs de France, où il a vécu pendant 7 ans. Ses opinions sur les Blancs nous déconcertaient. Il les considérait comme des vessies crevées, érigées en lanterne, et voilà tout. À la fin de la journée, Tellumé retrouve Élie, qui lui parle de la case qu'ils pourront construire avec les planches qu'il découpe. Il voulait que ce fût moi qui monte sur le toit pour y piquer un bouquet rouge. Il viendrait m'en faire savoir la nouvelle par une sérénade nocturne chez les 2 Aragnes. Élie décrit leur future case avec une telle précision que Tellumé y rêve encore le lendemain quand elle arrive à Bellefeuille. Ma vision me poursuivait encore et je m'asseyais sur la pelouse pour goûter une dernière fois les tôles toutes neuves de ma case qui brillaient sous le gai soleil matinal, le bouquet rouge sur le toit. Chapitre 6. La case d'Élie et Tellumé. À Bellefeuille, la beauté de Tellumé est remarquée par les visiteurs qui complimentent Madame de Saragne. « Chère Aurore, pour servir le punch, elle n'a pas sa pareille, et le plaisir est double du palais et des yeux. » Un soir, Monsieur de Saragne vient frapper à sa porte, lui offre une robe de soie et essaye de l'attirer à lui, mais Tellumé le fait fuir. « J'ai un petit couteau ici, vous ne pourrez plus entrer dans la chambre des petites bonnes car vous n'aurez plus de quoi. » À l'habitation Bellefeuille, Tellumé dort dans un réduit à côté d'une écurie. Un soir, tourmentée par les moustiques, elle entend Élie chanter. Les moustiques m'ont-elles rendue folle ? Et puis je me souviens d'une promesse d'Élie, une sérénade lorsque la case n'attendrait plus que mon bouquet rouge. Le lendemain, Tellumé retrouve Élie sur son échafaudage. Tous les deux s'allongent au pied d'un mahogany et évoquent les draps de dentelle qu'ils auront un jour. Un immense rire qui sortait de la forêt s'est emparé de nous, cependant que nos 2 cerfs-volants partaient en errance dans le ciel. Quand Tellumé ouvre les yeux, elle voit Élie assis sur une racine. « Te voilà, femme, tu es un beau fruit à pain mûr qui se balance au vent. Vas-tu te décrocher et tomber ? » Tout dépend du vent. Il y en a qui vous font tomber et d'autres qui raffermissent vos attaches, vous fortifient. Alors tous les 2 vont voir Reine sans nom et Élie lui dit « La reine, je suis aujourd'hui devant toi en homme. J'ai monté tout exprès un toit. Demain notre eau peut devenir vinaigre ou vin doux. Mais si c'est vinaigre, n'allez pas me maudire. » Tellumé trouve ces paroles inquiétantes, mais Reine sans nom lui dit que les loups Gandor ont déjà surmonté tous les obstacles. Arrive alors le père Abel et il plaisante de bon cœur. « Quel flopée de malchanceux défile sur la terre, et ne serait-ce que pour prendre un exemple, prenons Reine sans nom. »« Père Abel, chacun sait que dans l'affaire, vous êtes le seul lésé. » Reine sans nom donne à Tellumé un panier plein d'ustensiles, et arrivé devant la case neuve, le père Abel lui tend un bouquet de fleurs rouges. Je montais vivement à l'échelle, attaché le bouquet à un chevron, et des applaudissements retentirent, venus de la foule qui se tenait à distance, pour ne pas déranger notre intimité. Chapitre 7. La prospérité de Fonzombi. Dans les jours qui suivent, Tellumé est surprise de voir que les commères ne montrent pas de jalousie, et elle sent même quelque chose se tisser autour d'elle. Elle en parle alors à Reine sans nom, qui se met à tracer des formes dans la terre à ses pieds. « C'est Fonzombi. Tu le vois, ces cases ne sont rien sans les fils qui les relient. Ce que tu perçois n'est rien d'autre qu'un fil, celui que le village lance jusqu'à toi. » Tellumé retrouve sa confiance. Élie, de son côté, cesse de voir ses amis amateurs de rhum. Tout le monde admire le jeune couple. Le père Abel ouvre même une nouvelle buvette,
où Télumé vient travailler quand elle n'aide pas Reine sans nom au jardin. Tout le monde a besoin des planches d'Amboise et Élie. Pendant que mon zèbre était dans ses bois, je veillais à mon jardin et avec Reine sans nom, je confectionnais des fruits à pain confits que nous déposions à la boutique du père Abel. Mais un jour qu'elle base son linge à la rivière, arrive Laetitia, qui déjà pendant leur enfance la taquinait à propos d'Élie. Mais cette fois-ci, ses mots sont acides. « Pour Élie, tu es une succulente canne Congo qui l'aspire, mais auras-tu toujours du sucre pour le contenter ?» Télumé se sent hanté par ces paroles, comme par une prophétie. Mais Reine sans nom la rassure. « Nous, les loups Gandor, ne craignons pas davantage le bonheur que le malheur. Tout Fonzombi sait qu'il assiste à ta première floraison, alors embaume-nous, ma fille. » Un soir, Laetitia aborde Élie en pleine rue et lui parle très fort pour que tout le monde l'entende. « Lorsque tu seras lassé des cannes Congo, pense qu'il existe des cannes qu'empêche et peut-être bien que j'en suis une. » Télumé sort alors de son recoin d'ombre. « Laetitia, tu es belle, c'est vrai, mais tu as la beauté du nénuphar qui vient de l'eau croupie. Peut-être, mais tu as beau être une fleur de coco juchée en plein ciel, quand la bise viendra, tu tomberas. » Chapitre 8. L'hivernage et le carême. Télumé est inquiète. Elle craint qu'Élie se détourne d'elle. Je le surveillais comme un marin surveille le vent, par beau calme, sachant que tous les navires n'arrivent pas à bon port. Mais la déveine se présente sous la forme d'un hivernage terrible qui transforme les chemins en torrents boueux. Puis vient un carême, une sécheresse destructrice. Étouffant porcs et dévastant poulaillers, les feuilles de bananier devenaient hachures de vent. Fonzombi avait un aspect désertique. Et le mal semblait dans l'air la seule chose palpable. Élie, au chômage, se met à boire et à ressasser son malheur. « Ah, nous sommes dans la haute mer, et ce que je me demande, c'est si je vais me noyer comme ça du premier coup. » À la buvette, Télumé voit Élie chanter, boire, rire de manière inquiétante et lancer des malédictions. Alors, Amboise intervient. Il attrape la main de Télumé et la reconduit jusqu'à sa case. « Tu as sûrement trouvé ce que tu cherchais, dit-il. » Et il disparut. Cette nuit-là, Élie rentre tard et bat Télumé. Me tirant du lit, il commença à me frapper avec acharnement, sans émettre une seule parole. Ces violences se reproduisent ensuite régulièrement. Reine sans nom doit soigner Télumé avec de l'huile de carapate. « C'est une abomination, soupirait-elle en me frottant les membres. Il devrait te renvoyer plutôt que t'abîmer ainsi. » Un jour, alors qu'on n'y croyait plus, il se met à pleuvoir. Les feuilles reverdissent, mais les planches d'Élie ont pourri. Il prend leurs dernières économies pour s'acheter un cheval et hante les alentours, ivre et lançant des défis aux voyageurs. Il acquit le titre de poursuivi définitif et le père Abel lui-même disait « Je revendique la tête d'Élie, son corps, mais pas son cœur. » Élie rentre parfois de ses randonnées, silencieux ou menaçant. Il prend la route très vite. Télumé n'a plus de force. Je sombrais dans le néant. J'entendais et n'entendais pas. Je voyais et ne voyais pas. Et le vent qui passait sur moi rencontrait un autre vent. Chapitre 9. Le départ d'Élie. Télumé se désole. Alors qu'elle a connu le bonheur, elle voit bien que désormais, plus aucun fil ne la relie aux autres cases. Ma tête et mon corps entier se dissipaient dans l'air et je planais, je survolais Fonzombi. Élie revient parfois et fait des menaces mystérieuses. Tu ne sais pas encore ce que ça signifie d'être une femme sur la terre, je te dis. Tu rouleras et tu crieras, comme une femme roule et crie quand on la manie bien. Impressionnée par ces paroles, Télumé se rend chez Reine sans nom et lui demande ce qu'elle peut faire. Elle lui dit « Télumé, comme je démêle en ce moment tes cheveux, je t'en supplie de démêler ta vie de la sienne. » Selon Mantia, un mauvais esprit habite la case et le corps d'Élie. Elle lui donne des herbes à faire brûler tout autour de la case. Mais Élie les renverse et revient la battre tous les jours. Lorsqu'il avait fini de m'éparpiller corps et âme sur le plancher, demeurait le sentiment qu'il me restait bien des découvertes à faire avant de savoir ce que signifie être une femme sur la terre. La veille de Noël, Télumé entend Adriana, Ismène et d'autres commères parler d'elle dans la cour. Quelque chose empêche cette petite négresse de toucher terre, et pourtant moi, Adriana, je vous dis, cette femme abordera. Après le départ des commères, Télumé voit surgir une silhouette double. C'est Laetitia et Élie. Ils se penchent sur Télumé.
Pourquoi es-tu resté dans cette case ? Je t'ai prôné chaque jour et tu ne partais pas ? Mais peut-être sauras-tu ce soir ce que signifie être une femme sur la terre. Tu vois bien qu'il faut que tu t'en ailles maintenant. Tu n'es pas plus ici chez toi qu'ailleurs. Télumé erre dans les rues jusqu'à ce que Reine sans nom la ramène chez elle. Elle reste mutique pendant des semaines. Mais un jour, Reine sans nom pique le bras de Télumé avec une aiguille et lui dit « Tu vois bien que tu n'es pas un esprit puisque tu saignes. » Télumé prend un bain dans la rivière et retrouve la parole. « La reine, qui dit qu'il n'y a rien pour moi sur la terre ? J'ai lâché mon chagrin au fond de la rivière. Il descend le courant et il enveloppera un autre cœur que le mien. » Chapitre 10. La mort de Reine sans nom. Télumé se rétablit grâce aux attentions des villageois qui lui disent que cet homme-là, Élie, n'en vaut pas la peine. Je riais, j'acquiesçais sans mot dire et toutes ces paroles, ces rires, contribuaient à me mettre en selle, à me faire tenir en main les brides de mon cheval. Télumé parle beaucoup avec Reine sans nom, qui fait des projets d'avenir. Partir avec Amboise au Morne-la-Folie, où Monsieur Boissonville pourrait leur accorder un lopin de terre. Ainsi, grand-mère fabriquait-elle du vent pour gonfler mes voiles, me permettre de reprendre mon voyage sur l'eau. Mais Reine sans nom est sur le point de s'éteindre. Comme elle évoque sa propre mort, Télumé la voit sourire. « Alors grand-mère, tu me laisses et tu souris ? Ce n'est pas ma mort qui me réjouit, mais ce qui la suivra. Peux-tu imaginer, moi te suivant invisible, sans que les gens se doutent jamais qu'ils ont affaire à 2 femmes et non une seule ?» Après la mort de Reine sans nom, Télumé descend dans le village annoncer la triste nouvelle. Mancia, Philao, Adriana sont présentes et Ismène prend la parole avec hésitation. Voir tant de misère, recevoir tant de crachats, devenir impotent et mourir, la vie convient-elle donc vraiment à l'homme ? Mais Mancia parvient à l'apaiser. Il y en a dont la vie ne réjouit personne, mais il y en a dont la mort même apaise les humains. Arrive alors Madame Brindosier, sa voix est douce mais insinuante. Le blâme de Dieu est sur toute créature et en fin de compte, bonté ou méchanceté, c'est tout comme, il te tue. Mais Mancia conjure ces paroles. Que sont ces histoires de blâme ? Si Dieu tue, qu'il tue. Mais ce qu'il ne peut empêcher, c'est qu'un nègre lui montre de quel poids pèse sur la terre l'âme d'un autre nègre. Alors, nous avons senti l'âme de Reine sans nom et nous avons évoqué les moindres événements de sa vie. Et l'on sut exactement de quel poids elle avait pesé sur la terre, ici, à Fonzombie. Chapitre 11. La disparition de Mancia. Pour réaliser le vœu de Reine sans nom, Télumé fait venir une petite équipe qui fait rouler sa case jusqu'au Morne-la-Folie. Puis, le soir tombant, ils s'en vont. Mais une silhouette revient. C'est Amboise. Il lui dit quelques mots touchants. « Télumé, tu as endossé ta robe de courage et j'aurais mauvaise grâce à ne pas te sourire. Mais je voulais te dire, même en enfer, le diable a ses amis. » Les jours suivants, Télumé découvre les habitants du Morne-la-Folie, des êtres misérables. Les gens du Morne-la-Folie se dénommaient eux-mêmes la confrérie des déplacés. Le souffle de la misère les avait lâchés sur cette terre ingrate. Ils menaient là une existence exempte de toute règle, sans souvenir, étonnement ni crainte. Plus haut sur la montagne, vivent d'autres âmes encore, qu'on appelle les égarés, vivant de chasse, de cueillette et de troc. Une force étrange déferlait en moi à les voir, et sans savoir pourquoi, je me sentais pareil à eux, rejeté, irréductible. Pendant la semaine, Télumé s'occupe de son lopin de terre, et le dimanche, elle se rend chez Mancia, qui lui enseigne les secrets des plantes et du corps humain. Cependant, chaque fois qu'elle était sur le point de me dévoiler le secret des métamorphoses, quelque chose m'empêchait de troquer ma forme de femme à 2 seins contre celle de bête. Les dimanches suivants, Télumé ne trouve pas Mancia devant sa case, mais un chien noir, d'un regard très droit, comme elle. « Que me veux-tu, Mancia ? Pourquoi t'être mise en chien ? Pourquoi laisser nos petits causements ?» Mais un dimanche, remontant la voir comme à l'ordinaire, Télumé ne trouve pas son amie à sa place habituelle. Elle s'en était allée, et je ne la revis jamais plus. Peu à peu, les petites bêtes se mirent dans sa case, qui s'abattit un beau jour. Chapitre 12. Le travail aux cannes. Après la disparition de Mancia, il est trop tôt pour les récoltes. Télumé se nourrit de racines
et décide de se renseigner auprès d'une voisine, Olympe, sur les cannes. Alors Olympe se leva, emplit un verre de rhum à ras-bord et me dit sur un ton d'excuse « Ah, la canne !» Et puis elle but son verre, alluma sa pipe et se tut. Le lendemain matin, à la nuit encore noire, Télumé retrouve Olympe et elles se rendent ensemble à l'usine. Nous avancions à la clarté déclinante des étoiles, suivis et précédés de travailleurs en un cortège de fantômes indécis. Dans les champs de canne à sucre, les coupeurs sont en ligne et les amarreuses derrière eux rassemblent les piles. Télumé décrit un travail d'une pénibilité extrême. Dans le feu du ciel et des piquants, je transpirais toute l'eau que ma mère avait déposée dans mon corps. Et je compris enfin ce qu'est le nègre. Vent et voile à la fois, tambourier et danseur en même temps. Un dimanche, Télumé descend au bourg et rencontre Amboise qui lui rappelle ces mots. « Souviens-toi, même en enfer, le diable a ses amis. Grand merci, Amboise, pour la parole que tu viens de dire, mais aujourd'hui, je suis une femme sans espérance. » Le lendemain, au milieu des cannes, Télumé entend Amboise chanter. Le refrain est repris en chœur par les autres. Soudain, je ne sais comment, ma voix s'éleva très au-dessus des autres, vivante et gaie, et Amboise se tourna vers moi avec étonnement, et mon visage était baigné de larmes. Le midi, il la retrouve à l'ombre de l'arbre où elle mange. « Télumé, quel bonheur! Tu es plus verte et plus luisante qu'une feuille de ciguine sous la pluie, et je veux être avec toi. Je suis un simple bout de bois qui a déjà souffert du vent. C'est sachant cela, Amboise, que j'accepte ta proposition. » Chapitre 13. La vie d'Amboise. Télumé et Amboise se marient. Les danseurs se succèdent et enfin Olympe invite Télumé. Je me mis à tourner, le dos courbe, essayant de parer des coups invisibles. Ce fut ma première danse et la dernière de la nuit. C'est le début d'une époque heureuse où Télumé et Amboise travaillent la terre et payent un tribut à Monsieur Boissonville. D'année en année, à mesure que notre sueur pénétrait cette terre, elle devenait nôtre, se mettait à l'odeur de notre corps. Télumé découvre la vie d'Amboise. À Pointe-à-Pitre, il travaillait dans une usine de carénage. Suite à une grève, il se retrouva en prison, où il se mit à penser que le seul moyen de laver son âme était d'aller en France, où il resta 7 ans. Là-bas, il aurait pu vivre en jouant le sauvage dans une cage pour le spectacle, mais il préférait travailler dans une usine. Au bout de 3 ans, la désillusion était complète. Il ne sut jamais dire comment il en vint à considérer les Blancs comme des bouches qui se gavent de malheur, des vessies crevées qui se sont érigées en lanternes pour éclairer le monde. Amboise rentre alors en Guadeloupe, mais toujours enragé sur le point de commettre un meurtre sur un Blanc, un sorcier lui conseille de quitter la ville pour échapper au mauvais esprit. C'est ainsi qu'il devient scieur de long à fond zombie. Un jour, les coupeurs de canne se mettent en grève. Ils ne parviennent plus à faire vivre leur famille. Comme ils savent qu'Amboise a vécu en France, ils font appel à lui pour les négociations. Amboise accepte et se présente devant l'usine. Il fait un discours. « Tout le monde sait qu'un sac vide ne tient pas debout. Nous sommes venus vous demander si vous êtes décidé à faire que le sac tienne debout. » Mais ils sont renvoyés par la direction et quelqu'un dans l'usine actionne des jets de vapeur brûlante devant le bâtiment. Amboise est entièrement brûlé avec ceux qui sont à ses côtés. Amboise fut enveloppé dans un sac. On le porta précipitamment au cimetière de Laramée, car les brûlures avaient hâté la décomposition des chairs. Après l'enterrement, Télumé, accablé, se sent incapable de rendre les derniers hommages à Amboise. Une nuit, il m'apparut en rêve et me demanda de l'aider à rejoindre les morts, dont il n'était pas tout à fait à cause de moi. Cependant que par lui, je n'étais plus tout à fait vivante. Il pleurait, me suppliait, disant que j'avais à tenir ma position de négresse jusqu'au bout. Chapitre 14. Sonore et l'ange Médard. Télumé ayant montré des talents de guérison grâce à l'enseignement de Mancia, une femme lui confie sa fille de 4 ans. Télumé l'adopte et la soigne longuement. La mère s'en retourna seule, rassérénée. Sonore s'asseyait à mes genoux, tandis que je lui racontais toutes ces histoires que m'avait dites grand-mère autrefois. Pour lever sa réputation de sorcière, Télumé se consacre à son jardin et monte une petite boutique pour assurer son avenir et celle de Sonore. Depuis que j'avais abjuré la sorcellerie, certaines femmes m'accusaient de conjurer leur volonté. J'étais l'effrayante. Vers cette époque, arrive un vagabond que les habitants appellent ironiquement l'ange Médard,
parce qu'il n'a pas du tout l'air d'un ange. Petit à petit, il s'immisce dans la vie de Télumé et Sonore. Tous les matins, il venait auprès de nous boire son café, relevait un sillon, consolidait une tôle. De fil en aiguille, je fis sa lessive, son repassage, lui laissai une place à notre petite table. L'ange Médard entoure Sonore d'attention, mais en cachette, il la monte contre Télumé. Il avait entrepris Sonore en secret. J'étais une charmeuse d'enfant, je désirais seulement me servir d'elle, l'innocente, livrée corps et âme entre mes mains de sorcière. Un soir, en rentrant du jardin, Télumé trouve la maison déserte. L'ange Médard et Sonore ont pris une voiture pour la commune de vieux habitants. Je ne devais jamais plus revoir Sonore. On dit qu'elle vit tranquille dans son village natal, toujours aussi lumineuse et souriante, en dépit de ses bras chargés d'enfants. Les jours suivants, Télumé voit l'ange Médard rôder autour de la case. Un soir, ivre, il force la porte et se précipite sur elle. Et comme son pied butait contre une chaise, il tournoya avant d'aller choir sur un coin de table qui s'enfonça droit dans sa tempe. Télumé réalise alors que c'est ce qu'il a toujours voulu. Elle lui tient la main, tandis que les gens viennent assister à son agonie. Agenouillé près de lui, je pensais que l'ange Médard était un mancenillier empoisonné, espérant qu'on le touche et meure. Je l'avais touché et voici, son propre poison l'avait foudroyé. Lorsque l'aube se lève, les villageois viennent voir Télumé. « Chère femme, l'ange Médard a vécu en chien et tu l'as fait mourir en homme. Désormais, nous t'appellerons Télumé Miracle. » Chapitre 15. La fin de Maman Miracle. Télumé raconte sa vieillesse. Elle habite désormais à Laramé, où la commune lui a accordé une petite terre derrière l'église, à 2 pas du cimetière. En vérité, Laramé n'est pas Laramé. Il y a tout l'arrière-pays dont elle est le cœur. Fonzombi, Dara, Valbadiane, la Roncière, le Morne, la Folie. De sorte que m'installant ici, le dos tourné à la mer, je fais encore face, bien que de loin, à mes grands bois. À Laramé, Télumé fait griller des cacahuètes qu'elle vend sur la place de l'église. Elle est très appréciée par les habitants du bourg. Les gens d'ici m'aiment bien. Je n'ai qu'à héler un négrillon qui passe et voici, il s'en va chercher de l'eau pour moi. Le soir, Télumé songe à ceux qu'elle a connus et surtout aux 3 personnes qui sont des étoiles dans sa vie. J'ai cru dormir auprès d'un seul homme et il m'a vilipendé. J'ai cru le nèbre en bois immortel. J'ai cru à une enfant qui m'a quitté. Et pourtant, je ne considère rien de tout cela comme du temps perdu. Comme elle songe au passé, elle pense aussi à Mantia et à l'esclavage, tourmentée par une telle absurdité. Je n'arrive pas à comprendre comment tout cela a pu commencer, continuer, et comment cela peut durer encore dans notre âme. Et un jour, voilà qu'elle aperçoit Élie derrière la haie de sa case. Il la salue, mais comme elle ne réagit pas, il lui dit « Alors Télumé, c'est comme ça ?» Et l'entendant me quémander un mot, une parole de réconfort pour l'aider à supporter le poids de la terre qu'il sent déjà, j'ai revu devant moi l'Élie des temps anciens. Elle pense aussi à l'ancienne promesse d'Élie, qui craignait de perdre ses traces dans la forêt. Une honte inexplicable l'empêche de trouver les mots. Oui, c'est bien triste, mais c'est comme ça. Ces quelques mots que je n'ai pas su donner sont le seul et unique regret de ma vie. Le jour de l'enterrement d'Élie, Télumé se dit que même ceux qui ne songent pas à la mort ont autour d'eux une sorte de panache qui persiste malgré les déplacements. J'ai transporté ma case à l'Orient et je l'ai transportée à l'Occident. Mais je reste une femme sur mes 2 pieds et je sais que le nègre n'est pas une statue de sel que dissolvent les pluies.